Madame, Monsieur, bonjour. Alain Rousset, le président de la Nouvelle-Aquitaine, est aujourd'hui l'invité de Dimanche en politique. À la tête de cette nouvelle entité depuis un an, quel est son bilan? En compagnie d'Anaïque Demars de France 3 Limousin et de Jérôme Villain de France 3 Poitou-Charentes, nous allons revenir sur les dossiers en cours. Nous recevrons également Olivier Chartier, le président de la commission des finances, pour un face-à-face avec Alain Rousset. Et puis enfin, d'émission, nous accueillerons Benoît Lasserre, spécialiste des questions régionales pour le journal Sud-Ouest. Mais tout de suite, vous, un an après, que pensez-vous de cette nouvelle grande région? C'est la séquence, c'est vous qui le dites. De se lâcher, c'est bien, monsieur. Aquitaine, Limousin, Poitou-Charentes fêtent leur 1 an de mariage. C'est un mariage heureux? Mais je pense que oui. Ce que j'aime en fait dans une région, c'est que ça rapproche les gens. Voilà. Les rapports vous semblent-ils équilibrés entre les trois anciennes régions? Sûrement pas, compte tenu que Bordeaux est une grande ville et la plus grande ville de ces régions. Je trouve que le Limousin, la Creuse et toutes ces régions limitrophes sont un petit peu mangées par notre Nouvelle-Aquitaine. Dites-vous, j'habite en Nouvelle-Aquitaine. Alors peut-être pas encore pour le moment, mais on va s'y faire, ça va évoluer. C'est bien d'avoir une nouvelle grande région, mais bon, je suis quand même Limougeot, Limousin de préférence. Moi j'habite la Terre en premier lieu, après effectivement la Nouvelle-Aquitaine, ouais. Je trouve que le nom est heureux en plus. Posez votre question à Alain Rousset. Alors Alain Rousset, j'aimerais bien que les gares soient plus adaptées aux poussettes et aux handicapés. Qu'est-ce que va devenir Limoges dans 10 ans, dans 20 ans? Qu'est-ce que va devenir la Nouvelle-Aquitaine? Cher Alain, déjà très bonne année 2017 pour toi et ton équipe. Travaille fort et puis fais-nous rêver un peu plus. Alain Rousset, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Dimanche en politique. Nous allons passer 1 heure ensemble ce dimanche matin. Les internautes qui nous suivent pourront également vous poser des questions. Mais tout d'abord, vous venez de voir ce reportage, ces réactions de terrain, de la rue. Je notais d'ailleurs. Vous notez, vous avez pu sourire également. Est-ce que vous avez envie de réagir à ces interrogations, ces remarques? Oui, parce qu'elle mélange 3 choses. D'abord, je suis heureux qu'il y ait un plaisir autour du nom Nouvelle-Aquitaine. C'est une marche en avant. Hein, et puis on reconquiert notre histoire et notre géographie, le pays des eaux mêlées. Alors j'espère que le blason et le logo vont plaire. Alors on va le voir, ce fameux logo. Tout à l'heure. Deuxièmement, parce qu'il y a des choses très précises, l'accessibilité des gares. On est en train d'y travailler, il y en a eu plus de 100 qui ont été faites pour l'accessibilité des personnes handicapées, pour les landaux. Tout n'est pas terminé. Ça suppose du temps, parce que ce sont des investissements énormes, comme pour les lycées d'ailleurs, dont nous nous occupons aussi directement. Et puis, fais-nous rêver. Voilà, je suis content d'être tutoyé. Je te souhaite aussi une très bonne année, une très bonne et très belle année. Faire rêver dans la plus belle et la plus grande région de France, c'est à la fois pas si difficile que ça, et en même temps, c'est un vrai défi. C'est pas si difficile que ça, parce qu'on voit bien qu'autour de la beauté des paysages, il y a une attractivité, 25 millions de touristes. Quand vous allez à Vassivière, à Lascaux, à Rochefort, à La Rochelle, à Biarritz ou à Arcachon, vous êtes bluffés. Mais en même temps, tout ça se travaille. Et je n'oublie pas que nous avons, que ce soit sur l'aéronautique ou l'agriculture, que ce soit sur les filières nouvelles de santé ou de laser optique, nous avons un travail à faire ensemble. Le rêve, il sera collectif. Ça ne sera pas simplement... Fais-nous rêver, disait ce téléspectateur. Mais est-ce que cette première année de fusion, ça n'a pas été un peu un cauchemar? Est-ce que la fusion des 3 anciennes régions est aujourd'hui réussie? Est-ce que vous êtes déjà en mesure de le dire ou est-ce que c'est trop tôt? Pour moi, c'est réussi, même par les difficultés qu'on a surmontées.
surtout par les difficultés qu'on a On va surmontées. y revenir ensuite, sur les difficultés financières notamment. Je demandais tout à l'heure, en revenant de réunions que nous avons eues sur le terrain, combien de dossiers nous avions présentés en commission permanente, là où nous décidons des financements, pour une entreprise, pour un lycée, pour un agriculteur, pour une association, etc. 2716, plus d'1,5 milliard. Vous avez énormément travaillé sur cette première année. On va y revenir à travers différents dossiers. Je vous l'ai dit, nos internautes nous suivent. Une première question, une première remarque d'un internaute, c'est Louis qui nous dit « N'y a-t-il pas trop de centralisation à Bordeaux ?» On ne pourra l'affirmer que dans 3 ou 4 ans, pour plusieurs raisons. Première raison, c'est pas moi qui ai inventé la métropolisation en France. C'est pas moi qui ai inventé le fait que l'aménagement du territoire depuis au moins 30 ans marche à l'envers, que notamment les jeunes, mais aussi beaucoup de familles viennent en ville, et que par la déprise agricole, parce que des usines ont fermé en campagne, parce que derrière tout ça, des écoles, des services, etc., les territoires ruraux se sont un peu dépeuplés. C'est le cas notamment du Limousin. Mais en même temps, est-ce qu'aujourd'hui, l'espace, quand on voit les risques qu'il y a, prenez le cas de Bordeaux, encombrement urbain qui vont être encore aggravés par les constructions incroyables qui se font dans Bordeaux. Je trouve qu'il y a une folie immobilière dans cette agglomération que je n'aurais pas acceptée si j'étais, ou que je n'avais pas accepté quand j'étais président de la communauté urbaine de Bordeaux. Hein, parce que derrière, comment on va circuler? Le tramway ne va pas suffire. Donc, si l'on veut desserrer les taux, respirer mieux, eh bien, ça suppose que la région, et c'est son rôle, elle aide à côté de Guéret, l'usine Sauton, qui fait des lits pour bébés, qui est une pépite européenne, même au-delà, qui va aider les filières optique laser à Limoges, qui va accompagner les futurs projets qui vont naître à Châtellerault, à Saintes. Voilà, l'aménagement du territoire, ça doit être à travers l'entreprise, notamment, ça doit être notre carte d'identité, notre ADN. Alors, vous savez, nous venons de poser l'introduction, la base de cette émission. Avant d'évoquer les thèmes régionaux, un point d'actualité. On ne peut pas ne pas en parler. La crise aviaire a à nouveau frappé cette région, la grippe aviaire. Les éleveurs sont particulièrement touchés. Un abattage massif est programmé. Comment allez-vous les aider ? On a déjà engagé plus de 15 millions d'euros à côté de l'État. Sur ces actions-là, pour l'instant, c'est l'État qui fait le job essentiel, et c'est l'État qui a l'autorité sanitaire. C'est l'État qui décide. Mais la région a mobilisé plus de 15 millions d'euros. Ce que j'évoquais cette semaine avec le président Dominique Gracier, avec Jean-Pierre Heynaut, qui est vice-président chargé de l'agriculture, c'est que il y a 1 an, on avait une crise. 1 an après, on en a une autre. Il faut qu'on continue de raffiner un certain nombre de précautions sanitaires, notamment le nettoyage des cages qui transportent les animaux. Mais il faut se poser la question de la vaccination. Il faut se poser la question de la vaccination. Et j'ai pris l'initiative d'organiser d'ici la fin du mois de janvier une réunion de travail avec les responsables de Ceva Santé Animale. Vous savez qu'il s'agit d'une entreprise qui est à Libourne, qui est la 5e entreprise du monde de santé vétérinaire et qui réussit déjà des choses remarquables. Et puis quelques responsables agricoles et vétérinaires, parce qu'il faut que nous proposions à l'État et à la filière un certain nombre, une vraie sortie. Sinon, on va devoir abriter les canards alors que nous sommes dans une région où on fait du canard à l'extérieur. Alain Rousset, merci pour ces précisions. Donc je le disais, on va ouvrir les programmes et les thèmes régionaux. Il y a 1 an, quasiment jour pour jour, vous étiez élu à la tête de cette nouvelle région et vous aviez annoncé très rapidement avoir détecté ce que l'on va appeler des anomalies dans le budget, notamment de l'ex-région Poitou-Charentes. 1 an après, quelle est la situation? Avant d'en parler avec Jérôme Villain, expert de ce dossier et journaliste à France 3 Poitou-Charentes, je vous propose cet état des lieux raconté par Fabrice Bidot.
2 conseillers régionaux qui sortent du commissariat de Poitiers. L'élu UDI de la Vienne, Véronique Ablin, vient personnellement de déposer plainte contre X. Les policiers ont enregistré sa longue déposition pendant plus de 2 heures. La plainte fait suite au rapport de la Chambre régionale des comptes, dévoilé en séance plénière le 19 décembre dernier. Ce rapport met en cause l'ancien directeur financier de la région. Il aurait souscrit des emprunts à risque, sans délégation de signature, ni délibération de l'Assemblée régionale. Dans notre rôle d'élu, l'article 40 du Code de procédure pénale prévoit qu'on est obligé de faire appel au procureur si on a connaissance d'un délit. L'endettement, c'est bien l'un des points critiques de l'ex-région Poitou-Charentes. Selon la Chambre régionale des comptes, il faudrait près de 19 ans pour rembourser l'intégralité des dettes. Il y a aussi près de 47 millions de prêts structurés, des prêts dits toxiques. Mais l'affaire commence par le sujet des impayés. D'abord évalués à 132 millions d'euros, ces factures en retard représentent entre 86 et 111 millions. Mis en cause, l'ancien président du Poitou-Charentes, Jean-François Macaire, doit immédiatement renoncer à sa délégation de vice-président chargé des finances. Pendant des mois, il tente de se défendre. Il n'y a pas de banqueroute, il n'y a pas de faillite. Il y a eu une année 2015 qui a été compliquée. Et donc, effectivement, il y a eu un certain nombre de factures en retard. Mais celle qui mène la charge contre les accusations de mauvaise gestion, c'est d'abord Ségolène Royal. La présidente, pendant 10 ans, multiplie les déclarations pour défendre son action en faveur du Poitou-Charentes. Et le débat vire finalement à l'affrontement personnel avec Alain Rousset. Ce que je demande aujourd'hui, en tant que justice soit rendue à la région, c'est que Alain Rousset rétablisse les politiques qu'il a détruites, qu'il a broyées, qui étaient aimées par les habitants de cette région. Alain Rousset, lui, répète depuis 1 an qu'au final, c'est l'Aquitaine qui paye. Jérôme Villain, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez suivi de très près ce dossier en Poitou-Charentes. Aidez-nous à démêler les chiffres et à comprendre les prises de position. Bon, on va essayer. Alain Rousset, bonjour. L'affaire des comptes de l'ex-Poitou-Charentes, on l'a vu, a pollué votre première année de présidence de la Nouvelle-Aquitaine. Vous souhaitiez que la publication de ce rapport de la Chambre régionale des comptes mette un terme à cette polémique. Il n'en est rien, on le voit bien. Est-ce que vous craignez que ça pollue encore une année supplémentaire votre mandat ? Non. Non, parce qu'en plus... la Chambre des comptes valide ce que j'avais dit dès le mois de février, que j'ai pas envie de ressasser tout ça. Je vois bien pourquoi certains ont envie de le ressasser. Ressasser ou clarifier ? Mais c'est clarifié, mon cher. Si vous avez entendu les débats, si vous avez vu ce que j'ai dit, tout est clair. Tout est clair sur les... Enfin, tout est clair sur les impayés, tout est clair sur l'endettement, et tout est clair... Enfin, pas tout à fait, mais on est en train d'y travailler, sur les situations exposées du type FRB, l'ex-site Liège, pour lequel on est en train de travailler sur sa reprise et d'autres dossiers. Donc on fait le job. Vous savez, je l'avais fait en 98, quand je suis arrivé à la région. J'avais dû saisir la Chambre régionale des comptes. Il y avait aussi une sous-estimation des dépenses et une surestimation des recettes. Vous faites le job, vous dites, l'UDI a porté plainte contre X suite à la publication du rapport de la Chambre régionale des comptes. Pourquoi finalement est-ce que ce n'est pas vous qui étiez justement en première ligne, vous qui avez fait le job, qui n'avez pas porté plainte ? Mais pour des raisons de droit. Si vous regardez bien les codes, notamment ceux de la juridiction financière, je sais bien que c'est rude, c'est un boulot à faire qui n'est pas simple. Mais vous saisissez la Chambre régionale des comptes, ou la Chambre régionale des comptes se saisit. C'est elle et elle seule qui saisit l'autorité de discipline budgétaire. Donc si la Chambre régionale des comptes ne saisit pas la Cour de discipline budgétaire, moi j'ai pas le droit de le faire. J'ai pas le droit de le faire. Donc il y a un dépôt de plainte, ça fait bien... Que l'UDI le fasse, que l'opposition le fasse. Oui. Je comprends. Mais en même temps, moi qui suis à la tête de la région, je lis le rapport de la Chambre régionale des comptes, qui est celle qui juge. Ce sont des magistrats. Et ce sont les magistrats qui disent « je saisis l'ordre judiciaire financier ou pas ». Ils ne le saisissent pas. Alors par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réécrit au président de la Chambre régionale des comptes pour lui dire « écoutez, voilà, il y a une saisine... à partir de l'article 40, d'un certain nombre d'élus, j'aimerais que vous me disiez ce que vous faites vous-même par rapport pour ces emprunts
à risque signé par une personne sans délégation. Alain Rousset, juste un mot. Ségolène Royal a tenu des propos parfois très durs, voire même très violents contre vous. Est-ce que vous avez été blessé? Non, pas du tout. C'est ça la politique? Vous savez, je suis un homme libre. Je suis un homme, et chacun le sait, de rigueur. Et en même temps, je hais le sectarisme. Donc, je ne comprends pas l'exagération de ces propos, le côté excessif. Je tends pas la joue quand on m'a frappé l'autre, mais tout est dit. Tout est dit, quel que soit ce que peut dire Ségolène Royal, quel que soit ce qu'elle peut dire. Elle dit que son bilan est irréprochable et elle le marque quel même que sur le soit site ce qu'elle du peut ministère dire, l'Environnement. de toute manière, les preuves sont là. Donc moi, c'est la politique par la preuve, et je crois que quelqu'un l'avait dit avant moi. Alain Rousset, c'est pour ça que les choses ne sont pas claires pour tout le monde, nos téléspectateurs, parce qu'ils voient, ils entendent encore... Mais quelque chose que je dis aujourd'hui, je ne vais pas remettre des centimes dans la machine à sous, ça ne sert à rien. Écoutez, je vais vous dire, qu'est-ce que j'ai fait cette semaine? Jeudi, j'ai visité 4 entreprises. Ces 4 entreprises représentent 150 millions d'euros d'investissement. 300 emplois qui vont être créés, que ce soit dans le Médoc, dans la région d'Angoulême, dans les Landes. Voilà, moi c'est mon bonheur et c'est mon plaisir. Il reste aujourd'hui... accompagner les entreprises. Voilà, et quand je discute avec le patron de DCNS, quand je discute avec le patron de Smurfit, quand je discute avec le patron de Stelia Composite dans le Médoc, est-ce que vous croyez qu'il me parle des problèmes, non pas de Poitou-Charentes, mais du Conseil régional, de l'ancien Conseil régional? Eh bien non, on parle de comment on va monter en puissance dans l'ATR, les nouveaux avions, on parle d'avenir. Voilà. Mais l'avenir, l'avenir, ça peut être aussi les empreintes toxiques qui avaient été contractées par l'ancienne région Poitou-Charentes et qui sont encore. Vous devez être. Et j'attends du gouvernement qu'il accepte. Je crois qu'il y a l'accord du président de la République, il y a l'accord de Manuel Valls, j'ai l'accord aussi du nouveau Premier ministre, de Bernard Cazeneuve. Il y a un peu d'hésitation du côté de Bercy, qu'on réouvre ce qui n'avait pas été fait, ce fonds qui permet de diviser par 3 ou 4 le coût de la désintoxication, pardon, il y a un calendrier déjà des empreintes toxiques. Ah oui, on a commencé. Oui. On peut savoir à peu près quand est-ce que ça pourra être définitivement réglé, cette histoire? Ça va être réglé. On a à la fois des conseils de la Chambre régionale des comptes, on a un cabinet spécialisé, parce que, vous savez, c'était des montages complètement surréalistes, des montages maison, parce que ces emprunts dits structurés s'appuient sur des calculs maison pour mettre le taux d'intérêt qui peut bondir à 20% une année, redescendre à 2%. Voilà. Donc, il faut vraiment des spécialistes qui rentrent. Moi, je n'en suis pas un, j'ai quelques connaissances, mais je ne suis pas un spécialiste dans ce domaine-là. Donc, on a commencé cette action de désintoxication. Merci Jérôme pour votre contribution sur ce thème de la dette et du budget. Nous allons parler d'un autre dossier important maintenant pour la région, le dossier des transports. Nous allons évoquer ce sujet avec Anaïg Demars de France 3 Limousin dans quelques instants. Mais tout d'abord, regardez ce reportage. À partir du 2 juillet prochain, Bordeaux ne sera plus qu'à 2h20 de Limoges. C'est l'objectif que s'est fixé la région Nouvelle-Aquitaine en tant que... Grâce à la LGV. Indirectement, grâce à la LGV, parce qu'on aura restructuré les horaires de train Limoges, Périgueux, Bordeaux. On va y revenir. Et donc, réaction des utilisateurs et vérification sur le terrain avec Philippe Mallet, André Abalo et Samuel Chassaigne. Le train TER à destination de Bordeaux-Saint-Jean va partir. Sur le quai, le TER est affiché. Heure de départ, 6h03. Et à la seconde près, le voilà qui s'en va. À l'intérieur, pas grand monde. Dans les virages, ça bouge un peu, mais les passagers en ont pris l'habitude. Selon les horaires, on a du matériel assez récent, avec un confort, et d'autres fois, on a du matériel un peu plus ancien, comme c'est le cas là ce matin. En gare de Périgueux, c'est curieux, on attend 10 minutes. Mesdames, Messieurs, le départ de notre train est imminent. Nous demandons aux personnes accompagnant les voyageurs de bien vouloir descendre. Ensuite, à chaque station, les passagers sont de plus en plus nombreux.
les derniers arrivés n'ont qu'à rester debout. Ils mettent qu'un wagon alors que le soir il y a beaucoup d'affluence. Et des fois ils mettent plusieurs wagons alors que le train est vide, quoi. En tout cas, celui-ci est dans les temps, pile 3 heures. Pour une desserte plus rapide, il faudra attendre juillet. 40 minutes en moins, un vrai bonus pour les usagers. On peut accélérer un petit peu les trains, supprimer quelques arrêts, à condition de mettre une desserte avec un autre train omnibus pour ne pas oublier les petites gares. Les petites gares, c'est bien là le problème. Oublier de la grande vitesse. Car un Limoges-Bordeaux en 2h20, ça signifie forcément des dessertes supprimées. Il peut y avoir ici ou là, effectivement, des ajustements de temps de travail dans les guichets. Mais il n'y a aucune fermeture de gare aujourd'hui, en tout cas pas de la demande de la région. On l'a compris, le mot d'ordre désormais, c'est l'efficacité. Ça tombe bien, dans TER, il y a Express. Le Bordeaux-Limoges doit servir d'exemple. Demain, on va voir ce qu'on appelle des trains bolides rapides qui mettront 2h20 et qui seront vraiment très compétitifs sur la capacité de relier donc, ces deux métropoles. En attendant le changement, la ligne Limoges-Bordeaux a beaucoup de mal à respecter les horaires, rappellent les syndicats de cheminots qui se méfient des effets d'annonce. On ne fait pas de l'excellence, de l'ambition. En réduisant les moyens humains et matériels au quotidien, on ne peut pas afficher de la qualité. Toujours est-il qu'en gare de Limoges, le 2 juillet à 6h03, sur le quai H, l'écran affichera une arrivée à Bordeaux à 8h23. On y sera ce jour-là. Anaïs de Mars, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous également sur ce plateau. Alors, TER, LGV, route, en termes de transport, dans cette nouvelle région, dans notre région, les dossiers sont multiples. Oui, bonjour Alain Rousset. On Bonjour. le disait dans le reportage, Limoges-Bordeaux en 2h20, le 2 juillet. C'est un engagement important pour la région. Ah oui, j'ai découvert avec la grande région le temps qu'il fallait pour aller en train de Bordeaux à Limoges. Vous l'ignoriez? J'ignorais. Je travaillais plutôt sur la région ou en direction de Paris. Et ça a été une de mes premières batailles. Vous savez que la région, elle finance les trajets, les allers-retours. Elle participe au financement des voies, même au-delà de ses compétences. Et elle paye le matériel. Et le 1er janvier prochain, elle aura 3 lignes entièrement à gérer. Bordeaux-Limoges, Bordeaux-Ussel en Corrèze et Bordeaux-La Rochelle. Alors, non, mais ça, attendez, ne mélangeons pas tout. C'est des lignes qui étaient des lignes dites TET, des lignes gérées par le national, qui vont être gérées par la région. Et qu'est-ce que ça va changer justement pour Mais ce n'est pas ça qui va changer quelque chose. Ce qui va changer quelque chose, c'est qu'on va réorganiser, si je prends Limoges-Bordeaux, on va supprimer la longueur des arrêts à Périgueux. Je n'ai pas compris, on s'arrête 10 minutes, on voyait. Non, mais plus que ça. Parfois plus que ça. Mais ça suppose, si on veut réussir la liaison Limoges-Bordeaux, que, comme l'a dit le représentant des voyageurs, on ait à la fois des trains rapides et des trains qui fassent toutes les gares. Il faut bien qu'on soit conscient que l'efficacité du train, c'est le temps, c'est sa rapidité, sa régularité, et c'est pas que le train, avec l'usage de la voiture, cabote dans toutes les gares. Parce que si vous mettez 4 heures pour faire Limoges-Bordeaux, vous prenez votre voiture et vous faites du covoiturage. Donc il faut bien que tout le monde ait conscience qu'aujourd'hui, il faut qu'on rassemble. C'est pour ça qu'il y a tout un travail à faire et que le fait d'avoir la compétence des transports interurbains peut être intéressant. Il faut qu'on travaille sur du rabattement dans certaines gares, qu'on spécialise dans certains déplacements et que nous ayons à la fois des trains rapides, que ce soit pour la LGV, que ce soit pour les TER. Après, le rêve, tout à l'heure on me parlait du rêve, moi j'ai envie de réouvrir entre Ussel et Clermont-Ferrand. Oui. Je suis en négociation avec Rhône-Alpes. C'est possible? Vous y travaillez? J'attends la réponse de Laurent Wauquiez. D'accord. Le message est passé. Le train, c'est aussi la grande vitesse, Alain Rousset, évidemment, vous l'évoquiez tout à l'heure. Il va se passer beaucoup de choses le 2 juillet, puisqu'il y aura le TER en 2h20, mais aussi le TGV Océane qui va entrer en fonction et qui mettra donc Bordeaux à 2h04 de Paris contre plus de 3 heures aujourd'hui. C'est bien, mais qu'en est-il des autres lignes, Bordeaux-Toulouse et Bordeaux-Dax? Où en est-on, ces dossiers? Alors d'abord, le TGV Tours-Bordeaux concerne aussi Poitiers et Angoulême. C'est à chaque fois des gains de temps spectaculaires. Et la notion de gain de temps quotidien, c'est ce qui permet de sortir de la route et de sortir de l'avion. Je le dis en petit message à mes collègues verts. C'est essentiel. Alors après, on ne peut pas faire de Bordeaux un cul-de-sac. Il faut bien entendu que Toulouse, sauf
à ce qu'il fasse un nouvel aéroport puisse avoir la grande vitesse, et que cette grande vitesse, elle va être sur une ligne séparée, comme pour aller en Espagne. On ne peut pas avoir nos amis espagnols qui ont créé une ligne qui va être effective en 2020 jusqu'à Hendaye, et puis nous, continuer à rouler à 70 à l'heure. Mais vous parliez de vos collègues verts, justement, la délibération qui prévoyait l'octroi de 5,6 millions d'euros par la région au financement des études, elle a été retirée de l'ordre du jour. C'était une demande des écologistes par rapport à votre accord entre les deux? On a acté pendant la campagne, d'ailleurs, un désaccord avec les Verts. On est en discussion avec eux. Je suis, moi, favorable à la LGV. Même entre Limoges et Poitiers? Entre Limoges et Poitiers, il y a une mission, je crois, du sénateur Delbar. Donc j'attends de voir. En tout cas, entre Limoges et Poitiers, vous me faites changer de sujet, mais entre Limoges et Poitiers, on a lancé les opérations routières aussi. La RN 147 mise à devoir. On va y revenir. Mais sur la LGV Limoges-Poitiers, ça veut dire que c'est un tour de table financier, la région participera? Écoutez, pour l'instant, on a Bordeaux, Toulouse, Bordeaux, l'Espagne et Limoges, Poitiers. Les financements tels qu'ils ont été conçus comme ceux de Tours-Bordeaux ne sont plus possibles. Les collectivités locales n'ont plus les moyens avec la baisse des dotations de l'État. L'État n'a pas les moyens lui-même parce qu'il ne s'est pas doté de ces moyens. La SNCF non plus. Donc on fait une croix dessus ? Donc il faut... Mais non. On a fait des propositions. D'abord, l'Europe attend à ce qu'il y ait des liaisons européennes qui permettent d'utiliser le train pour avoir cette mobilité européenne. Je pense que tout le monde y est attaché. Vous demandez absolument cette ligne. Ça veut dire que par contre, là, vous assumez le désaccord avec les Verts? Mais on l'a signé, ce désaccord avec les Verts. On l'a signé, ce désaccord. Donc oui, un désaccord là-dessus. De toute manière, vous savez, pardon, la preuve, c'est le nombre de personnes qu'il y aura dans le train quand il arrivera en 2 heures à Bordeaux. Hein. Et là, ça va être la preuve. Est-ce qu'on continue de prendre la voiture ou est-ce qu'on continue de mettre 3 heures ou 4 heures ou est-ce qu'on va prendre un train à 2 heures hein. Vous savez, ça va être vite fait, là. Hein. Alors, il nous reste peu de temps dans cette partie sur les transports. J'aimerais qu'on parle de la route. L'autre point, l'autre proposition, je le serine au gouvernement, je l'avais seriné à Nicolas Sarkozy et Alain Juppé, je l'ai dit à François Hollande, c'est le grand emprunt. Enfin, s'il est un investissement d'avenir, c'est bien celui des voies ferrées. Songez qu'aujourd'hui, j'en sais rien, je ne suis pas au gouvernement, hein, je ne suis pas à l'État. Songez qu'aujourd'hui, nous circulons sur des lignes qui datent du 19e siècle. Donc, ce sont des investissements d'1 siècle et demi. Un mot sur la route. Un mot, oui, sur la RN 147. On attend cette mise à 2 fois 2 voies depuis très longtemps. J'ai participé. 147, c'est entre Poitiers et Limoges. Voilà. Hein, J'ai participé à une réunion. Les contrats de plan que l'on va assumer, la région a même est prête à faire un effort supplémentaire. Donc tout cela, les travaux vont se lancer à la fois en venant de Poitiers et en venant de Limoges. Donc ça, c'est parti. 2, il va falloir continuer ces travaux. Une fois qu'ils seront lancés, il va falloir continuer parce qu'il faut trouver cette liaison est insupportable. À peu près en quelle année ? Je ne peux pas dire, je ne connais pas assez le dossier, mais je pense que d'ici 2020, tout ça sera largement avancé. Et puis il y a la 141 entre Limoges, Angoulême, Bordeaux, sur lequel les travaux ont considérablement avancé, parce que c'est une vraie plaie, d'autant que vous avez en plus les poids lourds qui empoisonnent la vie des bourgs. Merci Anaïk, merci beaucoup. Alors, si le réseau routier nécessite des aménagements, on vient d'en parler, le réseau numérique également nécessite des aménagements importants. On parle souvent des zones blanches, des zones sans couverture. Quelles sont les conséquences de ce que l'on appelle la fracture numérique? Regardez ce reportage tourné en Dordogne, à Bourdeil, un reportage signé Marie-Pierre Dabrigeon et Didier Bonnet. C'est une vallée préservée le long de la Dronne. Un écrin naturel que rien ne saurait troubler, ni téléphone portable, ni Internet, ou si peu. Une situation intenable pour certains habitants du village de Bourdeil. Il y a 5 ans, bientôt 6 ans, nous avons dû partir parce que nous n'avions pas Internet au débit. Et ça a été la première cause de notre départ, parce qu'actuellement, une entreprise ne peut pas travailler sans Internet. Le signal qui disparaît des communications capricieuses, pas de quoi dissuader James Kimberley. Cet entrepreneur anglais est un homme connecté.
Amoureux des vieilles pierres, il a quitté Londres pour s'installer dans ce château médiéval avec un flegme tout britannique. C'est pénible. Nous avons 1 méga et c'est seulement 1 pour 1 qu'on peut travailler. Alors moi, je travaille aujourd'hui, ma femme ce soir ou plus tard. Normalement, quand nous sommes chez nous, on arrête les enfants d'utiliser les ordinateurs. Après les déboires, les espoirs du très haut débit. Ici, la région investit dans la fibre optique. Le chantier est énorme et les attentes des habitants aussi. Quand est-ce que j'aurai cette ligne pour dans les 6 ans, là. 6 ans? Oui, mais je serai vieux. Non, ne vous plaignez pas parce que l'installation, c'est comme si on réinstallait tout le réseau électrique en Dordogne. Imaginez la mise en place de l'eau potable dans toutes les maisons. Ça a pris des dizaines et des dizaines d'années. L'électricité, c'est pareil. Et ben, c'est un chantier de même ampleur. On refait entièrement un réseau. Dans le cas, on passe un câble de haute technologie qui va permettre à chacun d'avoir un débit suffisant. Objectif, une couverture complète du territoire régional en très haut débit d'ici 2030. Alors on le voit, la population évidemment attend ce haut débit. Quel est le pourcentage du territoire qui actuellement est en zone blanche? Vous avez ce chiffre? J'ai pas, je vous donnerai un chiffre. Mais il y a deux choses en zone blanche. Il ne faut pas confondre ce qui est accessible pour les portables. On parle de zone blanche notamment pour les téléphones portables. Et le très haut débit, c'est autre chose. C'est une expérience qui avait eu lieu à Biarritz il y a plusieurs dizaines d'années et qui avait eu lieu à Pau sur l'initiative d'André Labarrère, qui s'appelait Pau Broadband Country, qui n'a pas très bien fonctionné parce que c'était très en avance. Et puis on s'aperçoit qu'aujourd'hui, l'agriculteur qui veut déclarer ses naissances, l'école, la maison de santé... les entreprises qui ne viennent pas s'il n'y a pas ce réseau. En fait, ça veut dire que là, vous compensez le fait que les opérateurs privés n'investissent pas. Vous prenez le relais. La critique, moi, que j'ai formulée aux décisions nationales qui ont été prises, c'est qu'on a donné aux investisseurs privés les zones denses, les zones rentables, et qu'on laisse aux collectivités locales et à l'Europe, sauf que depuis les gouvernements de François Hollande, l'État a mis de l'argent. Alors justement, regardez, nous avons une question, une remarque d'un internaute, Alain Rousset, qui justement coïncide avec vos propos. Oui. C'est Lise qui dit « L'absence de haut débit, c'est aussi le constat d'une inégalité des territoires. » Oui, elle a raison. C'est bien pour ça que la région a monté un système avec les départements. Ce que vous venez de voir en Dordogne, c'est un bon exemple, la Dordogne. Ça va être le cas dans tous les départements du Limousin, ça va être le cas en Lot-et-Garonne, ça va être le cas dans les Landes où les travaux ont commencé. On s'est mis d'accord. On cofinance les travaux. Parce que c'est des travaux gigantesques. En ville, pour aller d'une personne à une autre, si vous êtes dans un même immeuble, vous avez un branchement d'accès, et après, c'est pas difficile. Quand vous allez d'une ferme à l'autre, c'est pas 10 cm. C'est parfois 3, 5, 10 km. C'est bien pour ça que l'on voit la surprise de cet administré qui comprend que ça va durer des années pour équiper la région. Effectivement, la jeune ingénieure a raison, on est en train de refaire le réseau d'eau, d'adduction d'eau ou d'électricité ou de gaz qu'il y avait à la fin du 19e siècle, au début du 20e. C'est un chantier colossal. Alors en gros, on se dit d'ici 2020, 600 000 prises en milieu rural. 600 000 prises en milieu rural. Et on a mis en place un système où nous investissons. C'est-à-dire, puisqu'on ne peut pas compter sur les investisseurs traditionnels, sur les grandes sociétés, nous investissons, nous allons louer les tuyaux, les bandes passantes, et avec le retour sur investissement, on va pouvoir aller plus loin dans l'installation du réseau. Merci Alain Rousset. Alors je le disais en début d'émission, voici venu le temps et l'heure du face-à-face. Vous vous affrontez parfois en séance au Conseil régional. Aujourd'hui, ce sera peut-être sur notre plateau. En tous les cas, vous allez échanger. Je vous propose d'accueillir Olivier Chartier. Olivier Chartier est conseiller régional. Il va rentrer sur ce plateau, conseiller régional Les Républicains. Olivier Chartier est également président de la commission des finances de la Nouvelle-Aquitaine. Olivier Chartier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation de Dimanche en politique.
Je le disais, vous vous rencontrez souvent, vous échangez souvent, vous avez regardé l'émission en régie depuis le début, vous avez peut-être des précisions à apporter et certainement en tous les cas des points à aborder concernant l'avenir de cette région. Vous avez peut-être un autre regard. Bien, d'abord, commencer par le commencement. Bonjour Alain Rousset. Bonjour. Le premier sujet que je voudrais aborder avec vous, c'est le fiasco de Poitou-Charentes. On est, je crois, pas la peine de le cacher, d'accord sur le constat. Et je dois reconnaître que vous avez fait le job depuis l'arrivée de cette nouvelle région pour y voir clair et mis en œuvre ce qu'il fallait sur le plan des audits. Je préside la commission des finances. J'espère que vous conviendrez que nous vous avons peut-être aidé et incité à mener ces audits qui étaient essentiels sur les impayés, sur les participations économiques, il est encore à venir, ou sur les emprunts structurés. On a fait ce job ensemble, et je crois qu'il faut aussi donner acte à l'opposition, que je représente aussi ici, d'avoir plaidé en ce sens. Maintenant, là où on a une vraie différence et divergence, c'est que vous considérez qu'aujourd'hui, au fond, les choses sont terminées, les choses sont dites et la messe est dite. Nous, et moi en particulier, je considère qu'on ne peut pas en rester là. Au fond, vous êtes un homme qui apprécie l'entreprise, vous le dites souvent. Si la région Poitou-Charentes avait été une entreprise, qu'aurions-nous dit et qu'aurions-nous fait vis-à-vis de ses dirigeants? Alors moi, je vous pose clairement la question. Nous sommes en train, avec le groupe d'opposition, de travailler à ce qu'il est possible de faire, éventuellement pour saisir effectivement le président de la Chambre régionale des comptes, à nouveau, pour essayer d'aller plus loin. Mais aujourd'hui, vous avez dit... vous voulez bien poser la question récemment on ne peut pas, les élus ne peuvent pas ne jamais rendre de compte et reconnaître leurs erreurs. Je crois que vous l'avez dit à propos de François Hollande. Je suis d'accord avec vous, mais aujourd'hui, Monsieur le Président, je vous pose la question, on ne peut pas laisser les choses en l'état. L'affaire est trop grave quand on connaît les montants en jeu et quand on connaît aussi le fait, par exemple, que des prêts ont été signés de façon totalement illégale. Et donc, moi, je vous incite véritablement à aller plus loin sur ce premier sujet, rendre des comptes. La difficulté de l'exercice, c'est qu'il appartient à la Chambre des comptes et à elle seule de saisir la Cour de discipline budgétaire. Alors on peut estimer paradoxal que la Chambre régionale des comptes, son procureur, ne saisisse pas la Cour de discipline budgétaire alors qu'un directeur financier a signé des prêts sans délégation. C'est pour ça que j'ai Est-ce que vous êtes d'accord pour dire, par exemple, que lorsque le cheval trébuche, c'est le cavalier qui est responsable? Moi, je n'accuse pas l'administration. Moi, je pense que c'est le politique qui est responsable et c'est au politique de prendre ses responsabilités. Mais s'il ne les prend pas, je crois qu'il faut... Je crois que la sanction, elle est politique. Alors après, encore une fois, il y a des règles de droit dans notre pays. Ces règles de droit, en finance, passent par la Chambre régionale des comptes et passent par la saisine par la Chambre régionale des comptes du juge financier. La Chambre régionale des comptes, pour des raisons que son président a évoquées, ne l'a pas fait. Je ne peux pas me substituer au président de la Chambre régionale des comptes. Alors, posons-lui la question ensemble. Je le lui ai reposée, puisque vos collègues de l'UDI m'ont saisi, sont allés déposer une plainte au titre de l'article 40. Bon, voilà. Mon boulot aujourd'hui, c'est pas de taire ou d'effacer, parce que j'ai été le premier quand même à révéler tout ça. Mais essayez de dire aux habitants, parce que vous mesurez bien, et puis vous l'avez vous-même d'ailleurs exprimé en tant que picto-charentais, c'est pas Poitou-Charentes qui est en cause, c'était le fonctionnement d'une petite équipe au sein du conseil régional. Hein. Donc mon souci à moi aujourd'hui, c'est de faire en sorte, on a réglé les impayés, on est en train de régler les prêts structurés, de les négocier, j'espère réouvrir l'aide de Bercy. On va régler, je l'espère aussi, toutes les situations un peu à risque prises par le Conseil régional sur les aspects de développement économique, notamment la fabrique du bocage. C'est là-dessus. Et puis... Pourquoi, Monsieur le Président, pardonnez-moi, mais je vous dis ça, parce qu'au fond, vous êtes garant des intérêts de cette nouvelle région. Et aujourd'hui, là aussi, c'est une différence. Je crois que je les défends. C'est une différence entre nous, je crois. Je crois que je les défends. La situation des finances de Poitou-Charentes va avoir un impact durable sur la santé financière de la grande région. Je voudrais juste dire un mot là-dessus. Nous avons un audit qui montre que les trois régions n'étaient pas gérées de la même façon. Mais il y avait une tendance. De féliciter. J'en prends acte. L'Aquitaine était gérée de façon plus prudente, mais quoi qu'on pourrait toujours revenir. Région la moins endettée. Région la moins endettée de France. Trop prudente peut-être, pourrons-nous dire. Le Limousin, une situation intermédiaire.
et le Poitou-Charentes, avec le fiasco qu'on connaît. Mais la Nouvelle-Aquitaine, c'est un peu le colosse au pied d'argile. Et la santé financière, permettez-moi de finir, la santé financière de cette nouvelle région, pour moi, elle peut remettre en cause la pérennité de ce nouvel ensemble. Moi aussi, je suis pour cette nouvelle région. Mais quand on regarde les chiffres... Je peux vous faire la démonstration. Monsieur le Président, je finis juste là-dessus. Peut-on se satisfaire de ce que nous avons vu ensemble aux orientations budgétaires de 2017, de se dire qu'à la fin du mandat, nous aurons comme objectif d'avoir des ratios qui seront de l'ordre de capacité de désendettement de la région de cette année, qui est le seuil d'alerte. Vous étiez en Aquitaine le président d'une région qui avait une capacité de désendettement de 2 ans et demi. Notre objectif aujourd'hui, compte tenu de la dette, compte tenu de l'imposition fiscale au taquet, on n'a plus de marge de manœuvre, compte tenu du fait que la baisse des investissements étant une vraie tendance, moi je dis, vous avez parlé des transports, vous avez raison, des routes, des infrastructures au débit, nous avons besoin de faire tout ça. Mais le problème, c'est la capacité à faire. Et aujourd'hui, si rien n'est fait de plus, en termes de fusion... La dette, l'ex-dette du Poitou-Charentes va pénaliser l'ensemble des administrés de la nouvelle région, c'est ça ? On n'a pas encore entamé réellement le processus de fusion qui nous permet de faire les économies à la hauteur de ce que nous devons faire. Si on continue, et ça les chiffres sont têtus, Monsieur le Président, sur cette tendance, nous serons à la fin du mandat sans aucune capacité de manœuvre pour faire ce que nous devons faire, avec un ratio de désendettement à l'alerte, aux 7 ans limite, au lieu de 2 ans dans la précédente région Aquitaine. Donc moi, je vous pose la question. Répondre. Je voudrais juste vous êtes très prolixe. Qu'on puisse, Monsieur le Président, entamer enfin un vrai processus de fusion sur la réorganisation, innover, réorganiser, revoir une politique de ressources humaines volontariste, harmoniser nos politiques. Tout ça, c'est encore, je crois, un chemin à faire. Ce que vous voulez dire, c'est qu'il y avait une mariée qui était un peu coûteuse ? Aujourd'hui, je pense qu'effectivement, c'est... Bon, je vais vous laisser parler tous les deux. Juste, je finis par là, car j'ai très peu de temps, et je pense qu'ensuite le Président répondra. Vous en profitez bien. Et je pense que ce que je constate, c'est que si rien n'est fait, je pense que cette réforme de la nôtre n'était pas une bonne réforme. Et je pense que vous êtes finalement otage de cette réforme. Vous n'y êtes pas pour entièrement responsable, quoique vous êtes aussi député. Moi, j'étais pour cette grande région, mais je considère qu'aujourd'hui, si rien n'est fait, eh bien, c'est peut-être l'existence même de cette région, et ce serait bien malheureux, qui serait peut-être remise en cause. Il faudrait peut-être revoir les choses si d'ici 2-3 ans, vous l'avez dit, nous ne sommes pas capables de corriger le tir pour dégager des vraies marges de manœuvre. La réponse d'Alain Rousset. Alors, moi, je ne fais pas de la politique comme ça, cher Olivier Chartier. Je sais pas faire mais comme c'est ça. Des chiffres. Attendez. Non. D'abord, aujourd'hui, un peu grâce à la façon avec laquelle l'Aquitaine a été gérée, malgré les 19 années de capacité de désendettement, d'absorption. On a, je le reconnais, absorbé cette dette. On est, avec l'importance qu'avait l'Aquitaine, qu'on critique parfois, mais en même temps, en tout cas, ça a été un sacré matelas pour être aujourd'hui à 4 années et demie. Ce qui nous met, je crois, la 3e région dans les 20 régions de France, premièrement. Deuxièmement, nous avons fait d'ores et déjà des économies, que parfois d'ailleurs vos amis politiques à droite m'ont reproché. C'est tout le paradoxe d'un certain nombre de vos amis politiques en disant « il faut que vous preniez des mesures », mais quand j'arrête le fameux FRIL où la région intervenait partout hors dehors de ses compétences, 20 millions d'euros, les nuits romades, que je regrette d'avoir arrêté, mais il le fallait. L'endettement, enfin les 130 millions d'euros d'impayés, c'était 35 années de nuits romades. Hein. Quand j'arrête le problème des toitures qui étaient parties auprès de tout le monde, où les artisans étaient scotchés à cette mesure publique, on me critique quand l'achat de véhicules électriques, on me critique. Alors, ne dites pas que je prends pas, ne dites pas que j'ai pas, ne dites pas que j'ai pas pris de mesure. Troisièmement, plutôt, regardez comment j'ai géré ma commune de Pessac, la communauté urbaine de Bordeaux ou la région. J'ai pris la région la plus endettée de France, Olivier Chartier, la plus endettée de France en 98. Je l'ai rendue à l'élection de cette dernière élection la moins endettée de France, avec la Bretagne. Ça sera pareil. Et avec une capacité d'investissement de 45%, la première région de France. Alors aujourd'hui, on aura un effort à faire. Comment on concentre nos interventions? Et j'ai besoin que l'Assemblée m'aide, que vous m'aidiez, pas que vous me demandiez de continuer à saupoudrer.
D'accord ? J'ai besoin qu'on s'oriente. nous La avons fait des formation, propositions. les lycées, la recherche, les entreprises, l'agriculture. Le face-à-face est terminé parce que nous avons encore plein de thèmes à aborder. Le temps passe très très vite. Merci Olivier Chartier. On va Merci à vous vous. raccompagner, on va vous laisser quitter le plateau. Merci encore pour votre contribution dans cette émission et à très bientôt. Merci beaucoup. Alain Rousset, on ne peut pas faire cette émission sans parler de la primaire à gauche. Alors on s'éloigne un tout petit peu de la région, mais vous êtes très investi. Qui allez-vous soutenir lors de cette primaire à gauche ? Je soutiens Manuel Valls. Et pourquoi ? Pour plusieurs raisons. D'abord parce que je crois que, et on le verra avec la liberté de François Hollande, du président de la République, le bilan de ce quinquennat va être réévalué. D'abord parce que diriger un État, c'est pas simple. J'étais vendredi matin avec le président de la République à Mont-de-Marsan. Mais il a fallu redresser l'armée française, lui redonner les moyens. Monsieur Sarkozy avait supprimé 20 000 postes. La sécurité, idem. 12 000 postes de policiers en moins sous Sarkozy. Et quand je vois la droite qui roule des mécaniques et qui donne des leçons alors qu'elle a abaissé la fonction publique de sécurité et d'armée, donc il faut qu'on renforce tout cela. Et François Hollande l'aura fait. Les profs, et l'école. On ne va pas refaire tout le bilan de François Hollande. Attendez, mais c'est ça qui est important. Bien sûr, mais par contre, Manuel Valls y aura participé. C'est pour ça que vous soutenez Manuel Valls ? Un peu, mais aussi parce qu'il s'est engagé à la fois sur un redressement industriel et sur une vraie décentralisation. Parce que, je reviens à ces politiques d'État, comment peut-on aujourd'hui maintenir, renforcer notre armée, notre sécurité, notre justice, notre diplomatie, on l'oublie souvent, la présence de la France dans le monde, si on continue d'avoir un État qui est sur les territoires partout. Il faut que les collectivités locales s'habituent à être responsables et à assumer, avec les moyens conséquents, leurs responsabilités, sans qu'il y ait toujours... Juste comme ça, en un mot, est-ce que vous auriez pu soutenir Emmanuel Macron ? Sur un certain nombre de points, sûrement. Sur un pas certain nombre si de points, éloigné sûrement. que ça de ses pensées, en fait. Mais je pense qu'Emmanuel Macron a lancé une forme de dynamique. J'ai eu l'occasion de dialoguer avec lui à diverses reprises. Je pense qu'il n'a pas assez conscience que le monde industriel, la PME dans le monde industriel et l'ETI est essentiel. Voilà, mais... Alors, je voulais forcément vous poser cette question. On ne va pas se priver de la présence de Benoît Lasserre sur ce plateau que vous connaissez bien. On va demander à Benoît Lasserre de venir nous rejoindre. Benoît Lasserre, journaliste au journal Sud-Ouest, spécialiste des questions régionales. Vous vous côtoyez souvent. Et Benoît Lasserre vous connaît bien en tant qu'homme politique. Il connaît bien votre politique. Bonjour Benoît. Mais il connaît bien l'homme également. Et pour terminer cette émission, on a 5 minutes pour parler de l'homme. Peut-être de ce qu'on connaît un petit peu moins. Si vous en êtes d'accord, que vous me laissiez 30 secondes ou 1 minute, parce que écoutez, il nous reste très peu de temps, il ne faudrait pas que Benoît vienne pour rien, ce serait vraiment dommage. Bien quand même, attendez. Allez-y. Non. Écoutez, moi je suis donc ce qu'a dit Alain Rousset depuis le début. Donc, première information, c'est que le Alain Rousset 2017 n'a pas changé par rapport au Alain Rousset 2016. Et on l'a entendu à plusieurs fois. C'est un socialiste qui préfère aller dans les entreprises que discuter pendant des heures dans les sections socialistes. Voilà, c'est un rural qui vit dans la ville de Pessac. Voilà, donc c'est toujours un peu le même ADN. Non, mais c'est pas un reproche, c'est la vérité. C'est vrai que voilà, on sait que vous aimez bien vous occuper de votre potager plutôt que effectivement lire des motions socialistes. Ça, c'est plutôt quelque chose qui vous ennuie. Donc on peut dire en fait que vous êtes un socialiste assez atypique. Donc Franck Omer vous l'a fait dire, vous soutenez Manuel Valls, ce qui est assez curieux quand même, parce que Manuel Valls n'est pas le plus décentralisateur des socialistes, et pourtant la décentralisation, vous l'avez redit encore une fois, c'est votre cheval de bataille. Et au sein du Parti socialiste, il faut quand même bien dire que vous êtes un peu isolé sur le terrain, vous êtes un peu seul, quoi. Oui, mais les choses progressent, parce qu'on voit bien aujourd'hui que... Vous savez, en France, la décentralisation, sauf avec Gaston Defferre, elle a progressé par forcé. On a décentralisé les TER parce que la SNCF ne pouvait plus les payer. On a décentralisé les lycées et les collèges parce que l'État ne pouvait plus les réparer, c'était les collèges paieront. Aujourd'hui, il faut tellement renforcer l'armée et la défense, renforcer la police, la diplomatie, les fonctions d'État, qu'on ne pourra plus avoir une présence d'État qui doublonne
les responsabilités des collectivités locales. C'est aussi bête que ça. J'ajoute simplement qu'il faut que Tanguy quitte, Tanguy c'est les collectivités locales, vous connaissez le film, à 40 ans, encore, bah non, il faut que Tanguy quitte papa État ou maman État, assume ses responsabilités, de telle sorte que la France se réapproprie la notion de progrès et la notion de réforme. Parce que c'est facile, chaque fois que l'État propose une réforme, de râler, ça heurte toujours les intérêts des uns et des autres, tandis que quand vous avez les manettes, quand vous êtes au plus près du terrain, quand vous êtes président d'une région, maire, ben, c'est pas pareil, vous pouvez dialoguer avec vos concitoyens et faire passer... Il vous reste 1 minute 30, ne vous laissez pas déborder. Non, on ne va pas se laisser déborder. Justement, vous êtes président de région, bon, malgré les difficultés, on voit bien que vous aimez ce job. Vous êtes également député, donc a priori jusqu'en juin 2017, vous avez annoncé que vous ne vous représenteriez pas. Ouais. Quel est votre avenir politique ? La question, il faut se la poser de 3 manières. Première manière, par rapport à l'âge. 65 ans, ça va, je fais toujours du sport, je me sens bien, mais en même temps, voilà, parfois, je me dis que j'ai un horizon qui fait qu'à 75 ans, je ne vais pas me reposer la question. Bon. Deuxièmement, qu'est-ce que je veux faire encore ? Je veux réussir notamment, et je vais passer mon couplet tout à l'heure. Dépêchez-vous parce qu'on ne va pas avoir votre réponse. Il nous reste 1 minute, ce serait dommage de ne pas savoir. Et le monde des travailleurs. Aujourd'hui, dans mon projet d'usine du futur qu'on a créé en Aquitaine, d'abord à côté de Pau, il y a une relation au bien-être au travail qui fait qu'on va faire bondir la compétitivité. Là où Fillon se plante, parce qu'il ne connaît pas l'entreprise. Le troisième, Alain Rousset. Parce qu'il ne connaît pas l'entreprise, c'est qu'il veut durcir les conditions de travail. C'est grotesque. Pas un patron défend ça, à part son copain, je ne sais plus comment il s'appelle. Henri Decaix. 15 secondes, Alain Rousset. Le PDG, l'ex-PDG d'AXA. Et puis, troisièmement, ben voilà, j'ai envie que dans ma commune de Pessac, il y ait peut-être une autre façon de concevoir le cadre de vie. Donc vous dites officiellement aujourd'hui, vous dites que vous seriez candidat. Il y a plein de... Mais ça vous tente, on le sait que quand même vous avez un lien charnel avec Pessac. J'ai un attachement à mes racines. Revenir maire de Pessac, ça pourrait vous faire plaisir. Je ne sais pas, on verra. Merci infiniment Alain Rousset, merci d'avoir accepté l'invitation de Dimanche en politique. Merci Benoît. Merci. Dans quelques instants, on retrouve Francis Letellier qui reçoit aujourd'hui Yannick Jadot. Bon dimanche, excellent après-midi.